Je viens d'une famille chinoise, Aka. On est de notre famille, un petit magasin familial. Très jeune, on a appris plein de choses. Ça m'a beaucoup aidé sur les connaissances en comptabilité. On a le contact aussi avec les clients et on sait compter les sous. Et mon grand-père nous disait toujours de bien travailler à l'école, bien réussir et pas avoir à vivre la même vie qu'ils ont vécu, beaucoup travailler. On a des métiers qui font que, bien sûr, on travaille aussi beaucoup, mais d'une autre manière, un peu moins physique. Pourquoi donc tu as quitté Tahiti pour aller à Bordeaux? La liberté, parce que à Tahiti, il y a les parents qui sont un peu sur notre dos. L'escalade, pour moi, c'est assez complet comme discipline, cette dimension de mentalisation, de dépassement de soi aussi. Lorsque le corps commence à avoir mal tel endroit, il est en train de nous dire occupe-toi de moi, ou même mal de tête. T'as peut-être trop forcé, t'as trop travaillé. Bon, les petits signaux comme ça, assez physiques, assez corporels, ils annoncent quand même un déséquilibre. On va se dire non mais c'est pas grave, moi je tiens, sauf que cette douleur après, on a l'impression qu'elle s'estompe et pas du tout, elle va aller à un autre endroit, donc on va avoir mal autre part. Travailler toutes les interactions, la sensorialité, donc repasser par les sens, et également travailler la posture. C'est assez Oui, on se tient droit. Là, je me suis un peu tassée, comme les plantes dans leur peau. Comment tu te sens devant le vide? Comment je me sens face au vide? Plus c'est vertigineux et plus j'ai l'adrénaline qui me monte. Voilà, c'est une adrénaline junkie alors, Jessica. Sport à rouler. Tu vois bien là, elle s'accroche à presque rien et ça pousse. Voilà, toutes les petites plantes ici. Donc c'est vraiment assez ressourçant de faire le jardinage, de pouvoir arroser. C'est un moment assez méditatif pour moi. C'est parti, venez. Allez. Heureusement que j'ai tendu l'herbe. Enfin posé dans le jardin avec le pêcheur. Un petit coucou au pêcheur. Salut. Il faut le thé là. Ah ouais, petit time là. Pouvoir partir en Chine pour me former davantage sur toute la partie médecine chinoise, donc pouvoir aller dans des hôpitaux chinois à la source, comment ça fonctionne, comment eux travaillent la technique, de repasser par le corps. On peut avoir un déblocage psychique dans l'autre sens, de pouvoir aussi repasser par l'âme, par le psychique, peut débloquer des fonctions un peu plus corporelles. Il y a un équilibre à trouver. Selon toi, quelle est la plus grande souffrance de notre société actuelle? La plus grande souffrance de notre société. Cette vidéo est sponsorisée par Chalalati, notre marque de matcha. Si vous voulez découvrir nos produits ou commander votre matcha, le lien du site est directement dans la description. En commandant chez Chalalati, vous soutenez aussi directement la chaîne et vous nous permettez de continuer à créer de nouvelles vidéos. On parle souvent de prendre soin de sa santé, mais est-ce qu'on sait vraiment écouter notre corps? Aujourd'hui, je rencontre Jessica Mou, psychomotricienne passionnée par la médecine chinoise et la conscience corporelle. Après avoir quitté Tahiti pour la France, elle a travaillé à l'hôpital au contact de personnes à des étapes complètement différentes de leur vie. Mais Jessica, c'est aussi quelqu'un qui explore la vie autrement. Escalade, canyoning, pêche sous-marine, jardinage, voyage et même un saut en parachute pour ses 30 ans. Alors je voulais comprendre une chose. Qu'est-ce que notre corps essaye de nous dire et pourquoi nous avons autant de mal à l'écouter? Aujourd'hui, on parle du corps, de l'esprit, de médecine chinoise, mais surtout de ce que ça veut dire d'être réellement à l'écoute de soi. Et si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Je lis vos retours et ça m'aide énormément à améliorer les prochaines. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo pourrait intéresser, partagez-la autour de vous. Ça soutient directement la chaîne et ça me permet de continuer à me dépasser, tenter de nouvelles choses et vous proposer du contenu toujours plus ambitieux. Merci à tous et à ceux qui soutiennent l'aventure. Bonjour, je suis Jessica Mou, votre candidate numéro 3. Aujourd'hui, c'est atelier jardinage. Interview atelier jardinage, c'est parti les gars. Qui est Jessica Mou aujourd'hui? Alors, vous me voyez dans mon quotidien. Donc là, je fais du rempotage, d'autorium. Donc là, l'idée, c'est de vraiment redonner la nouvelle terre, une bonne terre pour la plante. Donc là, nous avons du terreau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le terreau. Allez, pour ceux qui savent pas. C'est un mélange justement de matière organique, du compost. L'idée, c'est de justement en mettre avec de l'osmocote qui est là, des petites granules qui justement permettent à la plante d'avoir des nutriments. C'est entouré de petites résines en fait là.
tout autour. Probablement à des plantes. Voilà, tout à fait. Il y aura une diffusion lente dans le terreau. C'est très important de booster un peu la plante. Au fond, on met des petits polystyrènes. Normalement, on met des graviers au fond du pot. À défaut, petite astuce hein, pour drainer justement le terreau. Donc ensuite, on met le terreau, on met notre plante et après, on mélange avec notre osmocote et après, on tasse un petit peu pour que ça tienne. Osmocote, notre meilleur pote. Oui. On met un peu de terreau, là, regarde, on prend avec la pelle. C'est bien. Allez, les petits muscles. Et bien sûr, des fois, il y a des petites maladies. Donc, il y a des petites taches blanches sur les feuilles qu'on peut enlever avec du savon noir. On dilue avec un peu d'eau. Et après, on frotte avec une petite brosse à dents. Et bien sûr, quand on a fini de rempoter, il faudra un petit peu arroser. Cette plante qui est un petit peu fatiguée, on sera là pour la revigorer, lui redonner vie. Du peps. Voilà, du peps. Et c'est quoi ta philosophie de vie alors? Ma philosophie de vie, s'écouter et se ressourcer en pleine nature. Ah. On a mis assez de terreau ou pas? Attends, un tout petit peu encore. Et c'est super! Et maintenant, il y en a 20 autres à faire. Pendant que tu empotes, comment était ton enfance à Tahiti? Alors, c'est vrai que je viens d'une famille chinoise, famille Hakka. Donc, on est de notre famille. On avait un petit magasin familial. Très jeune, on a appris à plein de choses. Ça m'a beaucoup aidé sur des connaissances en comptabilité, en marketing. On a le contact aussi avec les clients. Et on sait compter les sous. On a appris aussi à se lever très tôt le matin, à connaître la valeur de l'argent, très important. Et mon grand-père nous y disait toujours de bien travailler à l'école pour bien réussir et pas avoir à vivre la même vie qu'ils ont vécu, beaucoup travailler. On a des métiers qui font que, bien sûr, on travaille aussi beaucoup, mais d'une autre manière, un peu moins physique. Et petite, qu'est-ce que tu imaginais devenir plus tard? Petite, c'est assez difficile, je dirais astronaute. Astronaute, oui. Et je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup d'études, ça demande aussi bien d'être physiquement aguerrie, être intelligente, c'est beaucoup d'années d'études, une douzaine d'années, donc pas rien, hein. Il faut être assez complet sur tous les plans. Mais oui, astronaute, d'aller dans l'espace, d'aller sur la Lune, c'est un rêve de petite fille. Non, je suis quand même contente d'être psychomotricienne, aussi praticienne en énergétique chinoise. J'aide les gens dans leur quotidien et moi, le plus important, je dirais, c'est de pouvoir avoir des sourires sur les visages. Au lieu de réparer les fusées, tu répares les gens. Pourquoi donc tu as quitté Tahiti pour aller à Bordeaux? Pour les études, j'ai quitté Tahiti, découvrir la France, découvrir de nouvelles cultures, m'ouvrir un peu l'esprit, la liberté. Parce que à Tahiti, il y a les parents qui sont un peu sur notre dos. Non, c'est une belle expérience, donc j'encourage vraiment les jeunes à pouvoir partir de Fénois et pouvoir revenir avec vraiment une richesse, de nouvelles connaissances, de l'expérience. C'est vraiment très beau de voir d'autres paysages et de mieux apprécier en revenant à Tahiti notre Fénois. C'était quoi ton plus grand choc culturel en arrivant là-bas? Je dirais le fait de dire bonjour à tout le monde et que tout le monde te répond pas forcément et te regarde de manière un peu bizarre, comme une alien. Ah ben, elle me dit bonjour, c'est un peu suspect, alors que nous à Tahiti, on dit yorana. Et j'avais tellement l'habitude de dire nana que je me suis aperçue que c'est quelque chose qu'il fallait perdre. Fallait en tout cas faire attention dans le langage du quotidien. Donc oui, je dirais pouvoir se méfier aussi des personnes dans les pays quand même, les très grands pays. Ici à Tahiti, c'est quand même très accueillant. Ce côté, oui, tout venant, c'est pas qu'on doit plus avoir, mais faut doser, faut pouvoir le doser. Qu'est-ce que toutes ces années en France t'ont appris sur toi-même? Toutes ces années en France m'ont appris à me surpasser, d'être la meilleure, de me vendre pour avoir un poste, aussi avoir un logement, quelque chose qui est pas évident de se loger, surtout en tant qu'étudiant, quand nos parents sont très loin, 20 000 km, les propriétaires, des fois ils veulent pas forcément nous donner cette chance d'avoir tel logement, donc il faut pouvoir faire ses preuves et également au niveau professionnel, de montrer qu'on est capable
capable, même si on vient d'une petite île, qu'on est éloigné, on pense qu'on n'a pas internet, c'est de montrer que justement on est capable, on a des forces, celle de pouvoir quitter notre chez nous et de revenir plus fort. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la psychomotricité. Est-ce que tu peux expliquer simplement c'est quoi être psychomotricienne? Moi, je vais te retourner la question parce que ça m'intéresse de savoir un peu quelle vision tu as du métier. De premier abord, il y a quand même des petits indices dans l'intitulé. Bah écoute, psycho, psychologique, cerveau, mental, moteur le corps, mobilité peut-être, apprendre à reconnecter le corps et l'esprit, la volonté, rééducation physique. C'est super! T'as presque tout dit. Déjà, c'est un paramédical, donc on est dans le champ de la rééducation. Psycho, ça fait référence effectivement à l'esprit, à tout ce qui se passe sur le plan psychique, émotionnel, sur le plan de l'intelligence, motricité, le versant un peu plus corporel. L'idée, c'est de vraiment avoir une harmonie sur les deux plans. On va avoir une action sur les coordinations, l'orientation dans l'espace, dans le temps, tout ce qui va toucher la gestion émotionnelle. Donc c'est très varié. Je pense que tout le monde pourrait avoir besoin de psychomotricité. Donc notamment dans la représentation que chacun peut avoir de son corps, la reconnexion à soi, qui est pas évidente dans notre société. On a tendance en tout cas à avoir tout le temps notre écran, notre téléphone, et des fois on est très professionnel et puis on est investi par notre métier et on s'oublie. L'idée c'est vraiment d'avoir aussi bien une connexion et une harmonie psychocorporelle. Tout ce qui est proprioception et équilibre est donc très utile dans la vie de tous les jours. Oui. Y compris pour les athlètes aussi. Oui. C'est pour ça que l'escalade, pour moi, c'est assez complet comme discipline. Et on a cette dimension de mentalisation, de vraiment pouvoir visualiser, de dépassement de soi aussi, pouvoir persévérer pour réussir une voie. Cet aspect coordination corporelle, physique, parce qu'il faut avoir quand même la force, de la souplesse au niveau des coordinations. Pouvoir savoir ma main elle est placée de tel endroit, donc tout ce qui touche la proprioception. Pourquoi avoir choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que je voulais déjà, première chose, aider l'autre. Pas forcément dans le médical pur. Je voulais pas me consacrer autant d'années d'études. Je voulais avoir quelque chose de concret assez rapidement. Je me suis orientée vers un paramédical. J'avais hésité entre kiné, kinésithérapeute et psychomotricienne. Le kiné aura plus une approche fonctionnelle, comme la marche ou même retrouver une fonction. Et la psychomotricienne, elle va avoir ce côté un peu plus ludique, émotionnel et un peu plus psycho, pour le coup. C'est ce côté que j'aime beaucoup de mon métier, de pouvoir jouer, de trouver une autre voie pour pas contourner, mais de pouvoir réaliser l'objectif en passant par d'autres chemins. Escalader un peu le chemin de ton objectif. Oui, ça peut être l'escalade, comme ça peut être aussi l'équithérapie, donc avec les chevaux, pouvoir avoir une approche avec l'animal, donc travailler toutes les interactions, la sensorialité, donc repasser par les sens, et également de travailler la posture, donc c'est assez... Allez, on se tient droit. Oui, on se tient droit. Là, je me suis un peu tassée, comme les plantes dans leur peau. Est-ce que pour toi, le corps, il exprime parfois ce que les mots n'arrivent pas à exprimer? Merci pour cette question. Déjà, dans un premier temps, en psychomotricité, on apprend à beaucoup observer le corps. Donc tout ce qui touche le langage non verbal, le corporel, la posture. Donc quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert, normalement avoir plus tendance à ouvrir au niveau des épaules. On ouvre les épaules. Au contraire, voilà, quand on est triste, on va avoir tendance à fermer et vraiment recroqueviller et avoir une position un peu plus fétale. Les petits crabes ou les petits bébés. C'est une position qui est assez sécuritaire. Ça permet de vraiment se centrer parce qu'on va aller vers le nombril. Ok. Forcément, on a envie d'aller vers des personnes beaucoup plus ouvertes par rapport à des personnes beaucoup plus fermées au niveau corporel. Quelle personne ou quel patient t'a le plus marqué? Il y en a eu beaucoup. Je dirais patiente qui est TSA, donc avec un trouble du spectre autistique, Ok. qui avait un mutisme, donc elle parlait
pas, un mutisme sélectif. Donc elle a commencé par venir à mes séances. Je me suis dit bon, bah, ça va être long. Donc je propose ces jeux et généralement, et voilà, ce genre d'enfants, ils vont être quand même dans leur bulle et il y a différents stades. Il y a des problèmes d'interaction. Les séances passent, on propose des jeux un peu de dinette, des jeux symboliques pour essayer de rentrer un peu en interaction. Et un jour, elle a prononcé mon prénom, elle m'a même tiré pour aller jusqu'à ma salle. Et là, je me suis dit, waouh, c'est peut-être des petits progrès, mais c'est quand même une grande victoire pour moi. C'est vraiment une grande victoire. Et puis au fur et à mesure, elle a dit des mots en anglais. Et là, j'avais vraiment la larme à l'œil de passer à quelqu'un qui parlait pas du tout à vraiment une petite qui s'ouvrait. C'est quelque chose d'assez émouvant. Ça t'a appris quoi sur l'être humain de travailler avec des enfants? Chez l'enfant, il y a du potentiel, hein, déjà. Ils sont en plein développement. Ils sont dans l'apprentissage. Vous voyez, la transmission. Je crois que je l'intimide. Et elle n'a pas bougé tout à l'heure. Non, elle a trop travaillé. Aïe, aïe, aïe. Oui, les enfants sont assez surprenants. Hein. Ils nous épatent, ils réagissent des fois de manière assez surprenante. Donc, pour moi, il y a toujours moyen d'évoluer. Hein. Je dis pas que en tant que personne âgée, il y a plus d'évolution possible. On reste quand même sur quelque chose de stable. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Ça nous rappelle aussi les petits moments de notre enfance, ou même ça va aller chercher au fond de nous notre petite âme d'enfant. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que les personnes âgées t'ont appris sur l'être humain? Les personnes âgées m'ont appris aussi bien sur le plan culturel, un petit côté un peu sagesse, de par leur expérience, hein, de par leur vécu. Ils sont assez touchants parce que, pour ceux en tout cas qui ont encore leur tête, hein, leur mémoire, leur fonction cognitive qu'on appelle, ils nous apprennent aussi sur nos traditions, les manières de faire d'avant. Reste quand même assez importante. Il y a des choses qui se transmettent de manière orale, comme le savoir-faire culinaire, et aussi les histoires de nos ancêtres, par des fêtes culturelles aussi, nous expliquer un peu pourquoi ils le font. C'est assez important. Allez, petite pause plantation. Là, on a carrément laissé de côté. C'est vrai que je suis tellement passionnée par ce que je fais. Ça, il faut couper un petit peu les racines hein, aussi. Hein, comme ça. Hop, un peu en biais. Et voilà, bravo. Alors, t'as plusieurs étapes en tant que jardinier. Tu tires les mauvaises herbes, pang chao, on dit comme ça. T'arroses aussi les plantes, hein, ouais. Lympha. Et ouais. sur les plantes. Et ça, c'est un bon engrais, très naturel aussi. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a mené vers la médecine chinoise, à part le fait que tu sois chinoise? J'ai pu expérimenter. J'avais un ancien maître de stage qui en faisait, en parallèle de la psychomotricité. Un jour, je me suis foulé la cheville et je lui ai dit, ah, mais j'ai trop mal. Il m'a dit, oui, bah, si tu veux, je te fais une séance. Donc, je lui ai dit, oui, je veux bien que tu me montres, parce que pour moi, c'est rééquilibrage énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il fait plus de l'acupression et il n'utilise pas d'aiguille. Lui, c'était plus une technique légèrement différente de l'acupuncture. Donc je lui ai dit bon bah je veux bien essayer. J'étais un peu sceptique parce que je viens quand même d'une médecine un peu plus cartésienne où tout est démontré par A plus B. Donc je lui ai dit bon d'accord, vas-y montre-moi. Et là il a fait sa séance. Juste après j'ai quasiment plus eu de douleur. Je lui ai dit ah bon bah c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Je vais m'intéresser un peu plus et j'ai envie que tu me dises quelle école tu as faite. J'aimerais un peu suivre tes pas. Donc c'est comme ça que je me suis orientée vers l'énergétique chinoise. Wow. Est-ce que tu penses qu'on peut faire des ponts ou allier la médecine chinoise à la médecine occidentale? Totalement. Donc on peut allier les deux médecines. Donc la médecine chinoise elle va être plus dans du préventif. Hein. Faut pas attendre qu'on ait mal pour aller consulter. C'est assez intéressant de pouvoir agir aussi bien au quotidien, même de pouvoir aller assez régulièrement pour prendre soin de son corps. Et la médecine occidentale va plus avoir un effet sur un symptôme, quelque chose de
plus installé, de chronique. Je dis pas que la médecine chinoise n'a pas un effet sur tout ce qui va être chronique. Il faut avoir des choses qui vont se stabiliser, des fois avoir des améliorations. Mais quand c'est installé depuis beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur un stade antérieur. Pour toi, ça signifie quoi être en bonne santé? C'est un sujet assez vaste, être en bonne santé. Il y a aussi bien la santé va se passer au niveau psychique, hein, donc comment on se sent au quotidien, dans sa vie personnelle, professionnelle. Être en bonne santé physique, se sentir bien dans son corps, les muscles qui sont assez fonctionnels, bien bouger. Il y a ces deux parties qu'il faut pouvoir allier pour être bien globalement. Pourquoi penses-tu qu'aujourd'hui nous sommes autant déconnectés du corps? Pourquoi nous sommes déconnectés du corps? Ah, très bonne question. Je dirais qu'on est déconnecté du corps, notamment de par notre société qui est très connectée. Tout va très vite, on a besoin de prendre en photo, de filmer, de prendre des moments qu'on vit en mémoire par notre écran. Ça nous met une distance vis-à-vis de notre corps et comment on le vit. On a un peu cet écran, donc ça fait barrière entre ce qu'on fait ou ce qu'on vit et l'autre. Là, c'est le reportage, donc Voilà. on a aussi une barrière entre... Abonnez-vous. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est assez compliqué. Il faut pouvoir trouver un équilibre entre être présent à soi-même, à son corps, et pouvoir aussi bien garder aussi des souvenirs en mémoire par des vidéos, par les photos. C'est quoi un des signaux que notre corps nous envoie qu'on ignore le plus souvent? Le signal qui peut être déclencheur normalement, c'est la douleur. Lorsque le corps commence à avoir mal tel endroit, il est en train de nous dire occupe-toi de moi, ou même mal de tête. Hein. T'as peut-être trop forcé, t'as trop travaillé. Bon, des petits signaux comme ça, assez physiques, assez corporels, ils annoncent quand même un déséquilibre du corps. Quelqu'un qui va négliger en fait et il va se dire non mais c'est pas grave, moi je tiens. Sauf que bon, cette douleur après, on a l'impression qu'elle s'estompe et pas du tout. Elle va aller à un autre endroit, donc on va avoir mal autre part. Et souvent, en tant que professionnel de santé, on récupère des personnes qui sont un peu cassées de partout. Et là, je dis pas que c'est trop tard, mais il y a du boulot. C'est pour cette séance. Si chacun pouvait adopter une seule habitude pour être en bonne santé, qu'est-ce que ça serait? De pouvoir bouger assez régulièrement, de prendre du temps pour soi, de pouvoir aussi passer des moments en famille et des moments avec des proches qu'on apprécie. Comme je dis tout à l'heure, un tout, il faut qu'on puisse avoir cet aspect physique et en même temps psychique, parce que si on n'est pas bien dans son corps, ça affecte aussi le psychique et vice versa. Maintenant, on va parler un peu de tes passions. Hein. Tu fais de l'escalade, de la plongée sous-marine, de la cuisine, du jardinage. Quel est le lien entre toutes ces passions? En fait, je suis passionnée par beaucoup de choses. L'escalade, la plongée, c'est cette reconnexion aussi à la nature qui me paraît importante, parce que la nature nous procure aussi une certaine énergie, reconnexion à soi. Ça fait travailler beaucoup de choses, et au-delà, c'est vraiment ce sentiment un peu de liberté que je retrouve dans ces passions-là. La plongée notamment, le silence, moi ça me permet de me calmer sous l'eau, parce que sur Terre, je suis un peu dans tous les sens. Je suis assez dynamique et c'est vrai que sous l'eau, je suis obligée de réduire le rythme et d'être un peu plus calme, sinon je consomme trop d'oxygène. Ce serait pas un élément du feu Alors non, je suis cochon de bois. En fait, on a l'impression que je suis feu, mais on appelle ça un yang apparent. Yang à de l'extérieur, mais yin à l'intérieur. Qu'est-ce que la médecine chinoise elle soigne, selon toi? Beaucoup de choses. Faut vraiment le voir sous forme d'équilibre, déséquilibre. On a tous une part de yin, de yang. Faut pouvoir avoir une harmonie entre les deux. On a différents types d'énergie, donc il y a différents éléments. On analyse tout ça et on essaye de pouvoir rééquilibrer. Par exemple, quelqu'un qui a pas assez de yang par l'alimentation ou même par un soin, pouvoir lui redonner un petit coup de yang, d'énergie, de dynamisme. Coup de fouet, quoi. Totalement. Et donc le gingembre fait partie aussi d'un tonique de yang qu'on appelle. Donc à fond le gingembre. Allez, piment, oignon. C'est vraiment une bonne source naturelle, une bonne ressource en tout cas, même sur le plan digestif. Quelqu'un qui va pas bien digérer, on va plutôt lui conseiller des tisanes au gingembre.
pour tous les cantonais, hein, tout ce qui est yidhei, hein, nyehi, hein, en haka. Faut pas trop manger de chips. Ah et ça. Et ceux qui disent que c'est pas scientifique, la médecine chinoise, qu'est-ce que tu leur dis? Je dis c'est pas encore prouvé, les études sont en cours. Ah, il y a des études. Ah oui, c'est quand même une médecine qui a des millénaires, hein, Oui. 5000 ans. Et donc l'idée c'est vraiment on y croit ou on n'y croit pas, hein, mais il y a des résultats, c'est pas anodin. Moi je pense que toutes les médecines sont complémentaires. Il faut pouvoir aussi avoir une action au quotidien sur notre hygiène de vie. Le plus important c'est vraiment d'être acteur de notre santé. Toutes les médecines, elles vont être là, recentrer, nous rediriger. Le thérapeute, lui, il est là pour aider le corps à se rééquilibrer. Mais tout le travail vient justement du corps. Donc, si ça marche pas, non, je dis ça pour rien, mais voilà, le plus gros travail est notamment fait par le corps du patient. En tout cas, c'est pas un travail uniquement du thérapeute, c'est une globalité et c'est cette approche que j'aime beaucoup, d'agir aussi bien sur le psychique, sur le corporel et aussi sur l'environnement au quotidien. C'est important d'avoir un tout pour que ça soit efficace. Ok. Pourquoi la cuisine a une place aussi importante dans ta vie? Je suis gourmande. C'est vrai que la cuisine a une place importante. Mon papa, il était pâtissier, cuisinier, donc on a été habitués à manger de bons petits plats, des bons gâteaux, d'avoir un super gâteau d'anniversaire à chaque fois. Pour moi, c'est important. L'alimentation, on appelle ça un alicament, un médicament déjà en soi. C'est important de manger de bons produits, de se faire plaisir aussi de temps en temps. C'est une source aussi de créativité, hein. Travailler aussi bien nos produits locaux, de travailler des techniques, c'est assez riche comme discipline. Quel lien tu fais entre l'alimentation et la santé? On mange des choses, mais aussi c'est des choses qui sont censées nous correspondre. Donc il faut pouvoir privilégier justement des produits frais, de qualité, apporter le maximum de nutriments à notre corps et aussi de pouvoir le respecter. Ce message que j'ai envie de partager. Est-ce que tu penses que de nos jours, on mange de manière un peu trop automatique? On peut être pris justement par notre travail et donc de vraiment manger assez vite, de pas prendre le temps, de se dire oui, je m'alimente juste parce que pour que mon corps ait assez d'énergie pour tenir et pas avoir cette alimentation qu'on appelle une alimentation qui va être plus tournée vers du plaisir, par une alimentation un peu plus de pleine conscience, de vraiment mâcher, prendre le temps, essayer de voir un peu quelle émotion tel aliment peut nous procurer. Bon, on est moins dans ça, on est vraiment sur du rendement, on prend pas trop ce temps-là et je pense que c'est important de se reconnecter à nos sensations et prendre justement ce temps de pause pour aussi apprécier ce qu'on mange. Parce que à Tahiti, on mange pas pour vivre, on vit pour manger. On mange de bonnes portions. C'est pareil, il faut pas juste manger en gobant, tout ça, il faut vraiment se poser, c'est limite, je prends ma fourchette, je la pose, j'attends un peu. Ouais, trop dur, quoi. C'est un peu compliqué ce que je demande, mais Moi, je suis un bouffeur, c'est un peu dur, quoi. des habitudes à prendre le temps de manger, ça a vraiment une action sur notre corps. Maintenant, parlons un petit peu escalade. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es face à une paroi, hein? Comment tu te sens devant le vide? Comment je me sens face au vide? Plus c'est vertigineux et plus j'ai l'adrénaline qui me monte. Voilà, t'es une adrénaline junkie, alors. Jessica. Sport alcoolique. Donc oui. Les Red Bull, appelez-la. Je me suis un peu calmée à ce niveau-là. Face à une paroi, il y a vraiment ce côté waouh. Est-ce que je peux le faire? Ça te remet un peu en question de dire t'es face à l'immensité de la nature, face à toi-même aussi, hein. Ça reste un sport extrême, donc faut pas négliger les risques. Bien sûr, il y a toutes les sécurités, il faut quand même faire attention à bien s'encorder, vraiment entièrement confiance à son partenaire, celui qui nous assure d'en bas, hein, au bout de la corde, notre vie. Donc faut pouvoir communiquer. C'est un peu la beauté du sport, de se dépasser, d'avoir cette connexion à la roche. On n'est pas tous Alex Honnold, hein, pas de free solo. Les accidents peuvent vite arriver. C'est assez
excitant, mais en même temps, ça peut faire peur. Il y a toujours ce petit risque. Plus tôt, tu m'as dit que tu étais fan de voyage. Qu'est-ce que tu recherches dans les voyages? Découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres, vivre des moments assez exceptionnels, authentiques. J'aime beaucoup de pouvoir discuter, d'en apprendre davantage sur la personne elle-même. C'est ce que je trouve assez fort dans les relations humaines. Quel pays t'a le plus marqué? Ah, tu me poses une colle. Chaque pays est assez unique, mais je dirais quand même le Pérou. Ouais. Je suis allée pour un voyage de solidarité. Je suis allée dans un centre pour handicapés sur le plan moteur et au niveau mental. Je suis allée avec des étudiantes psychomotriciennes. On est resté un mois, on a pu leur fournir du matériel, même en fabriquer. J'ai pu découvrir comment ils faisaient au niveau de la rééducation. Bien sûr, j'ai amélioré un peu mon espagnol. Au-delà de cette expérience purement professionnelle, je dirais oui, ce contact avec vraiment la population locale, de déguster des plats typiques de là-bas, voir la beauté de la nature. Quelle rencontre t'a le plus marqué? Celle avec vraiment les rééducateurs, de voir malgré la difficulté des moyens au niveau matériel, ils arrivaient quand même à pouvoir fournir un travail sur le plan rééducatif, de garder cette motivation pour les jeunes qu'ils accueillaient. C'est vraiment quelque chose d'assez fort de s'investir professionnellement. Est-ce que voyager, ça change notre manière de voir les autres? Voyager permet de s'ouvrir au monde, très clairement. Comment les autres cultures vivent à l'étranger, par la langue, une tradition qui vraiment est transmise de par l'histoire aussi. Et donc, quand on discute avec des personnes qui ont beaucoup voyagé, c'est de voir leur manière de gérer aussi des petits aléas de la vie, de voir des petits couacs. Donc, c'est assez intéressant de discuter avec des randonneurs, des personnes qui sont de différents milieux. Bon, Miss Dragon maintenant, Miss Dragon, on devait faire ça pour Miss Dragon. C'est quand déjà l'élection? Je sais plus c'est quand l'élection. C'est filmé. Ouais. Pourquoi Miss Dragon? Effectivement, je me présente à Miss Dragon, donc je suis votre candidate numéro 3. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Du coup, si ça se trouve, ce sera déjà passé. Ah bon? Enfin, c'est quand l'élection un peu? Septembre. 26 septembre. Ah non, ça va. Déjà bien. Interviewé. Ouais, je fais gonfler les stats là pour combattre Laurence. Non, je vais aller interviewer Laurence aussi. Ah mince. Elle a rendez-vous à 5h pour Miss Dragon. Tellement. Bon, jour 2, bientôt. Allez, Nana. Et en fait là je fais un cut et je vais mettre directement le jour 2. Du coup ça durera Ouais, mais c'est mieux. une seconde le cut. Ah, à très bientôt. Bam, jour 2. Magique, hein? T'as vu? Ça va, la Voilà. communauté? Tu sais, on a changé de vêtements et tout. C'est rapide, c'est des magiciens, les monteurs vidéo. Vous avez vu, ça a bien poussé les plantes. Pourquoi tu participes à Miss Dragon? C'est pour moi l'opportunité déjà de pouvoir représenter la culture chinoise. Je la vis déjà au quotidien par ma famille, de pouvoir manger chinois, par mon métier aussi avec la médecine chinoise. Donc là, je voulais vraiment pouvoir la partager, faire de nouvelles rencontres, vivre des moments uniques. Et qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, le fait de participer à Miss Dragon? Ça m'apprend que j'ai des limites, à gérer mon temps, à prioriser certaines choses, partager des moments avec ma famille, essayer de trouver un juste milieu. C'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, il y a aussi la partie éloquence, donc un travail à fournir, parler en public, parler devant les caméras, donc c'est un bon entraînement. Voilà. Que je vous fais. Tout l'entraînement aussi sportif que je fais d'habitude dans le quotidien, mais là c'est vraiment plus spécifique à Miss Dragon, donc il y a vraiment une partie posture aussi, donc c'est assez varié et en même temps je pense que c'est pas qu'un concours de beauté, c'est beaucoup plus. Ok. Bon, fais une petite visite du jardin. Est-ce que tu connais les plantes qu'il y a là? Non. Donc là tu as des authoriums. Autorium. Donc il y a des authoriums qui sont doublés, mais je crois que là par exemple. Ok. Ensuite tu as des plantes un peu plus aériennes, Ouais. des Tillandsia. Ici. Donc ce qui est assez formidable, c'est que justement tu vois bien là, elle s'accroche à presque rien et ça pousse. Donc il faut quand même arroser, mais elle capte justement tout ce qui vient de l'environnement.
Ensuite, tu as, bon, je vais pas tout te faire toutes les plantes, mais les orchidées. Ok. Voilà. Ensuite, tu as des plantes un peu plus grasses, là, ici. Quand tu touches, il y a de l'huile. Voilà, toutes les petites plantes ici. Donc c'est vraiment assez ressourçant de faire le jardinage, de pouvoir arroser. C'est un moment assez méditatif pour moi. Et puis de vraiment permet de prendre plus de recul sur le dynamisme que je peux avoir au quotidien. Une reconnexion à soi quand je suis avec mes plantes. Et comment vis-tu le regard des autres aujourd'hui? Pour moi, le regard des autres, j'essaye de prendre la distance avec ça, dans le sens où, pour moi, le plus important, c'est ce que je pense moi-même. Bien sûr, ma famille, les autres, c'est sûr qu'ils auront toujours quelque chose à dire, toujours moyen de critiquer pour tout et pour rien. Si on se focalise toujours sur ce que l'autre pense, on se met déjà une pression et en même temps, on fait pas les choses comme elles viennent. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être sincère, authentique. Ouais, c'est comme là, ils vont dire tes cheveux t'aurais dû mettre de droite, pas de gauche. Parce que si t'es de gauche, ça dit t'es de gauche. Attends, je vais mettre droit alors, comme ça. Voilà. Je suis là, t'es de neutre. droite, là, t'es de droite. Voilà, petite blague à part, parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de commenter ça. Quel est On dirait un vrai chien. Ah, les petites plantes. Waouh. du dimanche. Et cette nettoyeuse du dimanche. Tu mets pas ça. Ça y est, mon image est foutue. Coucou, je cherche du travail. Petite visite guidée du jardin. Ah, c'est parti, venez. Allez. Heureusement que j'ai tendu l'herbe. Donc là, vous reconnaissez. Comment ça s'appelle? Alors ça, je sais plus. C'est un nom un peu comme un jeu Riom là. Bon, après les sapins. Sapin, ça on connaît les sapins. Oh, trop stylé. Des orchidées. C'est pas encore trop la période de floraison. Mais... il y a les lys. Normalement, les lys ils fleurissent en septembre à peu près. Voilà. Top. Les papayers. Cool. Est-ce qu'on va aller se poser à côté de Pêcheur Nemo? Pêcheur Nemo. Ouais, j'avoue. Hein. On Chaise. va chercher des chaises. Allez, chaise alors, chaise. Et là, t'as les mini. Ah ouais. Top. Bon, ouais, on prend les chaises parce que. Alors, je peux te mettre où? Allez, là. Là. Bon, voilà, on est enfin posé. Enfin posé dans le jardin avec le pêcheur qui nous dit coucou. Voilà, un petit coucou au pêcheur. Salut. Il faut le thé là. Ah ouais, Et... petit time là. Alors, tu m'as dit, tu as fait un saut en parachute. Waouh. Voilà, raconte. Saut en parachute pour mes 30 ans, donc l'année dernière. Incroyable. Comment décrire cette sensation? C'est vraiment le vide, de se sentir super léger. C'est pas tout à fait soi qui prend la décision de sauter parce qu'on est en tandem, donc il y a le moniteur avec nous et donc il dit t'es prête? On saute. Et j'ai même pas le temps de répondre, il m'avait poussé et donc on est tombé dans le vide. On était à 3000 à peu près, 3000 mètres d'altitude, c'était à Tahiti. Magnifique paysage, il y avait couleurs de bleu, turquoise, différentes nuances, j'ai adoré. Je me dis j'ai vraiment de la chance de pouvoir vivre déjà à Tahiti, de pouvoir apprécier cette nature, les montagnes, l'océan, l'eau, c'est juste sublime. Je vous encourage à le faire. C'est vrai que moi j'adore tout ce qui est sport un petit peu à sensation, sport extrême, un petit coup d'adrénaline. Donc quand on me dit ça te tente, moi je fonce. je me pose pas de questions. Je regrette pas. Il m'a dit alors t'as eu peur, tu veux refaire? Oui, je peux refaire 10 fois si tu veux. Bon, il y a un petit budget quand même. Donc merci à tous ceux qui ont participé à mon cadeau d'anniversaire. Vous pouvez le refaire chaque année. Non, vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion d'essayer, je vous dis, lancez-vous et osez. À quoi pensais-tu juste avant de sauter? J'avais pas forcément d'image. Je me suis juste dit, lance-toi et kiffe.
Juste apprécie le moment présent. Tu verras bien ce que tu verras en bas. Est-ce que tu as eu un déclic suite à cette expérience? J'aimerais trop faire tout ce qui est parapente. J'aime beaucoup cette sensation d'être dans les airs, de glisse aussi. Donc pourquoi pas essayer peut-être le kitesurf. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Peut-être oui, de retenter l'expérience dans d'autres pays aussi pour découvrir le milieu aérien. Maintenant, un peu plus philosophique, quel est le plus grand saut que tu aimerais faire dans ta vie? Très bonne question. Peut-être un saut du haut du Golden Gate, ou je sais pas. C'est difficile parce que est-ce que tu parles d'un saut physique ou d'un saut philosophique? Les deux. Je dirais déjà, j'ai beaucoup de projets, donc Miss Dragon ça fait partie d'un des sauts que je voulais faire. Et là, cette année, je le fais. Ça, c'est un grand pas aussi. L'année prochaine, j'ai aussi des projets de pouvoir partir en Chine pour me former davantage sur toute la partie médecine chinoise, donc pouvoir aller un peu dans des hôpitaux chinois et voir à la source comment ça fonctionne, comment eux travaillent la technique. C'est forcément différent. Chaque année, je pense qu'il y a des sauts à faire. Il n'y a pas de petits, moyens ou grands sauts. Pour moi, tout est à apprendre. Selon toi, est-ce que le corps peut guérir ce que l'âme n'arrive pas toujours à guérir? Alors, très bonne question. Les deux vont de pair. De repasser par le corps, on peut avoir un déblocage psychique. Dans l'autre sens, de pouvoir aussi repasser par l'âme, par le psychique, peut débloquer des fonctions un peu plus corporelles. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. C'est la voie la plus difficile à avoir. Selon toi, quelle est la plus grande souffrance de notre société actuelle? La plus grande souffrance de notre société, de pouvoir jouer avec ses enfants, sa famille, passer du temps ensemble. Là, on est baigné dans une société numérique. Voilà. On a l'IA, on a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'écrans et on passe beaucoup moins de temps à se concentrer juste sur des moments passés ensemble, de pouvoir se parler même, de pouvoir effectivement jouer, de réapprendre en tout cas à communiquer et puis voilà, prendre un thé par exemple. À ton avis, pourquoi sommes-nous autant stressés? Je dirais, la société va tellement vite, on dit le temps c'est de l'argent, on a envie de faire beaucoup de choses, envie d'être performant, on se met la barre quand même assez haute. Ça peut participer justement au stress. D'être efficace, de pouvoir avoir un rendement, tous ces paramètres contribuent au stress. De s'oublier, devoir être productif, professionnel aussi, on s'oublie et donc on met notre corps un peu de côté. De ne plus être connecté à soi participe à cet état-là. Selon toi, si tout le monde pouvait appliquer une seule habitude dès demain matin, qu'est-ce que ça serait? Faire ce qu'il aime. Pour moi, c'est le plus important. Se concentrer et réfléchir à ce que l'environnement peut nous apporter et ce qui peut nous ressourcer. Maintenant, pour conclure, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui regardent cette vidéo? Et même pour les moins jeunes, déjà écoutez-vous, osez faire le pas, allez vers vos rêves et surtout gardez espoir. Et si tu pouvais résumer toute ta philosophie de vie en une seule phrase, qu'est-ce que ça serait? Alors en une seule phrase, soyez vous-même et vous allez rayonner. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.